2, 1. Allez, c'est parti pour le cours de ce matin, suite et fin du cours sur l'énergétique du point matériel. Ce matin, je vous propose d'aller un peu plus loin dans l'étude des systèmes qualifiés de conservatifs unidimensionnels. Alors rappelez-vous, le cours de mardi dernier, un système est dit conservatif, ainsi ici, dans notre cas, pour l'étude d'un système unidimensionnel, l'énergie mécanique, rappelez-vous, se conserve. On a mis en évidence ici, on a repris la formulation du théorème de l'énergie mécanique et du théorème de la puissance mécanique. Alors ce qu'il faut retenir dans ce théorème de l'énergie mécanique, c'est que seules les forces non conservatives, d'accord, feront varier l'énergie mécanique. Alors rappelez-vous, des forces non conservatives, ce sont des forces dont les travaux dépendent du chemin suivi. Souvent au col, vous dites, une force non conservative, c'est une force qui ne dépend pas du chemin de suivi. Non. Une force non conservative, c'est une force dont le travail, donc une force non conservative, est une force dont le travail dépend du chemin de suivi. Exemple, les forces de frottement. D'accord, classiquement, force de frottement sec, d'accord, force de frottement fluide, ici qui s'opposent au mouvement, sont des forces non conservatives. Au contraire des forces dites conservatives, exemple du poids, force de rappel du ressort, dont le travail, ici, ne dépend que des positions initiales et finales du point M, et non du trajet suivi. Et pour ces forces dites conservatives, rappelez-vous, on peut dire que le travail total, global, d'une force dite conservative entre deux points M1 et M2 peut se mettre sous la forme de l'opposé de la variation d'une énergie potentielle du point M. D'accord ? Et on a même vu ensemble qu'une force dite conservative, elle dérive d'une énergie potentielle, telle que F égale moins DEP sur dx EX, par exemple, pour un cas unidimensionnel selon l'axe OX, ou rappelez-vous, quand on dit qu'une force conservative dérive d'une énergie potentielle, elle dérive par rapport à la variable spatiale petit x. Alors aujourd'hui, le but de la séance, c'est d'étudier, d'aller un peu plus loin, rappelez-vous, dans l'étude graphique du profil d'énergie potentielle. On avait tracé un profil d'énergie potentielle, et on avait, en fonction de la droite horizontale d'énergie mécanique, précisé les limites du mouvement. On avait distingué les zones permises pour le point B des zones interdites. Donc zones interdites pour lesquelles la courbe d'énergie potentielle était au-dessus de la droite d'énergie mécanique. D'accord ? Et on a distingué les états liés, d'accord, pour lesquels la trajectoire est bornée, des états de diffusion pour lesquels le point M peut s'échapper à l'infini. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin dans l'étude descriptive de ce profil d'énergie potentielle pour étudier ce qu'on appelle les positions d'équilibre et leur stabilité. Donc c'est le dernier temps de ce chapitre, un petit 3. Petit 3, on y va ensemble. Donc pareil, si vous me le dites, vous m'arrêtez là, vous me dites dans l'oreille si l'écrit pas assez grand, ici au tableau. Donc petit 3, position d'équilibre et conditions de stabilité. Position d'équilibre et conditions de stabilité. Voilà, pour clôturer ce chapitre assez dense sur l'énergétique du point matériel. Voilà, donc petit 3, position d'équilibre et conditions de stabilité. Alors on va quand même rappeler le contexte ici général. Donc il s'agit de l'étude d'un système conservatif unidimensionnel. Donc on a un système conservatif unidimensionnel, déjà. Donc on a un point M mobile, d'accord, donc système conservatif unidimensionnel. Donc le système conservatif est également caractérisé, rappelez-vous, par l'intégrale premier mouvement. L'énergie mécanique est une constante. Ici, le point M, le point ici M, voilà, se déplace selon un axe OX, ici. Donc il se déplace selon un axe OX. Voilà, donc un axe ici OX, donc du repère ici cartésien. Et il sera soumis à l'unique force conservative. D'accord ? Et soumis, voilà, à une force conservative, FC, donc à une force conservative. Donc rappelez-vous, cette force conservative, on note avec un FC, c'est en indice du F. Donc soit on a une force conservative, soit on a plusieurs forces conservatives, et on note la résultante FC. Donc soit on a une seule force, soit on a des forces. Ici, on en a plusieurs. C'est-à-dire qu'on aura plusieurs forces conservatives. Et on va ici calculer leur résultant. C'est-à-dire qu'on pourra ici également noter avec ici la même notation, FC,
finalement la résultante des forces conservatives. Donc je résume, le point M soit il est soumis à une seule force conservative, Fc, soit il est soumis à plusieurs, et dans ce cas on va de Fc la résultante également de toutes ces forces conservatives. Et dans tous les cas, cette force conservative elle dérive de l'énergie potentielle, d'accord? Donc qui dérive ici de l'énergie potentielle. Alors pareil, c'est un système unidimensionnel qui ne dépend que de la seule variable x. D'accord? Donc l'énergie potentielle, ici EP de x. Voilà, l'énergie potentielle, EP de x, telle que, voilà, telle que. Donc ça c'est très important, on l'a mis en évidence, on l'a dit. Finalement, d'un point de vue vectoriel, la force est dite conservative, donc F indice C en vecteur. Donc pareil, vous me le dites, c'est le jaune, passe mal au tableau, encore n'hésitez pas. Donc F indice C, cette force conservative, elle dérive de l'énergie potentielle, telle que Fc égale moins, n'oubliez pas le moins la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à x selon Ex. D'accord? Donc ça on encadre, ça c'est super important. D'accord? Voilà. Et on y va, ensemble on va définir ce qu'est une position d'équilibre. Ici, donc définition. Et après pareil, on fera une application directe du calcul des positions d'équilibre pour ici le pendule simple que vous connaissez. Donc définition, on y va, une position d'équilibre. Une position d'équilibre. Alors ici, cette position d'équilibre, je me dis x, indice, ec en abscisse. Donc une position d'équilibre x, ec, est une abscisse. D'accord? Voilà. Donc c'est une abscisse pour laquelle le point M ici reste immobile. Reste immobile tel que son accélération, le vecteur accélération A, soit égal au vecteur nul. D'accord? Est une abscisse ici pour laquelle, d'accord, le point M ici reste immobile. Reste ici immobile. D'accord? Tel que l'accélération du point M soit nulle. Tel que son accélération, ici, corps référentiel R, soit égal au vecteur nul. Donc, je répète, une position d'équilibre, ici notée x et équilibre, donc c'est un axe. Si je vous rappelle, le point M ne se déplace que sur un axe au x. Donc, une position d'équilibre, ici, pour nous, dans notre problème x équilibre, c'est une abscisse pour laquelle le point M reste immobile, tel que son accélération soit égale au vecteur nul. C'est-à-dire, si l'accélération est égale au vecteur nul, le principe fondamental de la dynamique nous dit que dans ce cas-là, si l'accélération est nulle, c'est-à-dire que la résultante des forces ici appliquées est nulle. D'accord? Donc, c'est-à-dire, selon le VFD, une résultante des forces ici appliquées nulle. Donc, une résultante des forces appliquées nulle. Donc ici, on est à l'équilibre mécanique. Le point M peut rester immobile en cette abscisse, à cette position d'équilibre x équilibre. Et dans ce cas-là, si l'accélération est nulle, la deuxième de Newton nous dit que forcément, la résultante des forces appliquées ici est nulle. Voilà, donc résultante des forces appliquées ici qui est égale au vecteur nul également. D'accord, c'est une équation. D'accord. Et dans ce cas-là, nous, on a un système conservatif unidimensionnel. D'accord. Donc, ce qui se traduit, d'accord, donc pour ce qui se traduit, voilà, à la ligne, ce qui se traduit pour ici le système étudié, donc le système conservatif unidimensionnel, par le système conservatif unidimensionnel. Alors, cela se traduit comment? Alors, on regarde ensemble, tout est au tableau. C'est-à-dire que voilà, l'accélération du point M est nulle, donc la résultante des forces appliquées l'est également. Et en fait, je regarde le tableau de gauche. En fait, soit j'ai une seule force conservative, soit j'en ai plusieurs, et dans tous les cas, la résultante des forces, c'est des FC, donc tout est là. Donc ça, ce vecteur à gauche sera dans tous les cas égal au vecteur nul. Si ça c'est nul, forcément, la dérivée à droite, la dérivée spatiale de EP est égale à 0. Donc là, on a voilà, l'équation. Voilà. On a notre équation de support qui va nous permettre de déterminer les positions d'équilibre. À savoir, si ce vecteur à gauche est un vecteur nul, forcément, ici, la dérivée spatiale, ici l'énergie potentielle en x égale x équilibre, attention, va s'annuler. Donc là, je termine ma phrase ici en haut à gauche. Donc pour notre système conservatif unidimensionnel, où le point M se déplace uniquement selon l'axe OX,
qu'est-ce que l'on aura? Ben, cela se traduit par, finalement, c'est ce qu'il faut retenir finalement, la dérivée, ici, de l'énergie potentielle, donc dérivée spatiale, prise, attention, faites attention à ça, je mets en indice, attention, la dérivée s'annule uniquement en x égale x équilibre, d'accord? Vous n'annulez pas la dérivée pour tout x, hein. La dérivée ne s'annule pas pour tout x, elle s'annule uniquement pour x égale x équilibre. Donc ça, on encadre, c'est super important. Alors je vais rajouter une phrase après. Virgule, c'est-à-dire que ça, il faut savoir le commenter. C'est-à-dire que les positions d'équilibre, x équilibre, elles correspondent aux extrémas. Elles correspondent aux extrémas de l'énergie potentielle. Ça, il faut bien le comprendre. Donc ça, je mets une phrase à côté, ici, pour bien comprendre. Les positions d'équilibre, donc notez ici x ec, d'accord? Donc les positions d'équilibre qui vérifient cette équation. Attention, vous voyez, hein, cette dérivée ici s'annule uniquement pour x égale x équilibre. Donc ça définit les positions d'équilibre ici. Ces positions d'équilibre correspondent aux extrémas de l'énergie potentielle. Aux extrémas, voilà, de l'énergie potentielle. De l'énergie potentielle. Alors je vais rajouter énergie potentielle totale, entre parenthèses, parce qu'on va voir ensemble pour les vacances, pour un système, s'il y a plusieurs contributions d'énergie potentielle, on fera la somme des énergies potentielles, et on va dériver la fonction EP, totale, par rapport à x. Donc énergie potentielle totale, typiquement, un système ascenseur sur un plan incliné, il y aura l'énergie potentielle élastique, l'énergie potentielle de pesanteur. Donc là, je mets entre parenthèses, voilà, pour nous guider en exo, énergie potentielle totale. On y reviendra ensemble pour les vacances. D'accord. Ça, j'encadre. Alors ça, c'est le plus important. Vraiment, voilà, c'est le point de départ. Finalement, pour la recherche. Donc toujours une question, c'est voilà, déterminer là où les positions d'équilibre du système. Bah, ces positions d'équilibre sont définies par les extrémas. Alors un extrémum, c'est soit un maximum, soit un minimum. D'accord, on l'a vu ensemble dans le greffé, donc je reprends le graphe d'énergie potentielle qu'on a fait ensemble mardi, je vais le faire en dessous, j'ai de la place, donc ça je peux effacer. Donc, je vais le faire là. Ici, donc pareil, c'est un profil d'énergie potentielle. Donc je trace en ordonnée, toujours ici les gens des beaux axes. En ordonnée, l'énergie potentielle, je vais tracer son évolution spatiale. Donc en fonction de x, hein, et surtout pas en fonction du temps, en fonction de x. Hein. Attention. Donc je reprends ici donc sa divergence 0 et ça converge à l'infini. Avec un équilibre stable, un équilibre instable, et ça converge en 0 plus l'infini. Voilà. Classiquement, où en fait on a un puits de potentiel et une petite barrière de potentiel. D'accord? Est-ce que tout le monde voit, ici, donc tu vas attendre un peu, qu'il y a deux positions d'équilibre? Ouais, il y a deux extrémas, il y a un minimum ici, donc j'ai une tangente horizontale ici, j'ai une tangente horizontale là. Donc là j'ai une première position d'équilibre, donc ça c'est un minimum. Ouais, la tangente doit être horizontale. Vous voyez, je l'avais faite, mais j'ai pas envie de tourner la tête, forcément. Elle n'est pas très horizontale. Donc là, la tangente ici, horizontale, la première. Donc là, je dis x équilibre 1. Donc là, je vais avoir une première position d'équilibre. X équilibre 1. Et là, bon, c'est pas très net, on va le faire ici. J'ai une deuxième tangente horizontale en ce point-là, où là, j'aurai x équilibre 2. X équilibre 2. Donc deux positions d'équilibre. Bon. Et ça tombe bien, dans ces deux positions d'équilibre, j'ai un minimum, un maximum local. Et en fait, donc on a un puits barrière, puits de potentiel, barrière de potentiel. Ça, il faut savoir qu'en fait, dans les positions d'équilibre, il y a des positions d'équilibre qui sont stables, ça c'est stable, et des positions d'équilibre qui sont instables. Donc deuxième étape dans nos calculs, après avoir déterminé les positions d'équilibre, x équilibre 1, x équilibre 2, il faudra différencier les positions d'équilibre stables des positions d'équilibre instables. Donc à la suite, on y va, on va définir et surtout on va différencier les positions d'équilibre stables des positions d'équilibre instables. Donc déjà, on y va, donc définition, ici. Hop, voilà. Suite des définitions, d'accord. La première, x équilibre 1 correspond à une position d'équilibre stable. Pourquoi? Parce qu'elle correspond à un minimum d'énergie potentielle. D'accord? Donc une position d'équilibre stable. Donc une position d'équilibre stable. Voilà.
correspond à un minimum d'énergie potentielle. Donc une position d'équilibre stable correspond à un minimum. Donc j'insiste, hein, déjà on peut repérer graphiquement une position d'équilibre stable. Un minimum ici d'énergie potentielle. Très bien. Un minimum d'énergie potentielle. Attention, que ce soit en distance ici, ce soit en distance, j'écris énergie potentielle. Là à droite, j'écris énergie potentielle, donc un minimum d'énergie potentielle. D'accord? On dit également que l'énergie potentielle ici, elle est convexe, ici. Et surtout, ce qui va intéresser, vous le savez peut-être mathématiquement ici, si on a un minimum d'énergie potentielle en x équilibre 1, c'est-à-dire que finalement, on aura ici une dérivée seconde qui sera strictement positive en x égale x équilibre. D'accord? Donc une position d'équilibre stable, ici, correspond à un minimum d'énergie potentielle tel que la dérivée seconde soit strictement positive en x égale x équilibre. Donc tel que la dérivée seconde, attention, là c'est la dérivée seconde, l'énergie potentielle par rapport à x. Donc attention, ici, notation de l'ellipse, d'accord, dérivée seconde, ici, dérivée seconde de EP par rapport à x. Attention, je la prends uniquement en x égale x équilibre. Par nous, ce sera x équilibre 1, d'accord? Donc en x égale x équilibre, ici, elle sera strictement positive. Ça pareil, ça c'est un critère qu'il faut connaître également par cœur. On fera après, d'accord? Donc déjà on annule la dérivée, on a donc x équilibre en solution, et après on va regarder le signe de la dérivée seconde pour voir si l'équilibre est stable ou instable. Alors ça justement on peut le vérifier. On peut étudier le comportement ici au voisinage de cette position d'équilibre stable. Ici graphiquement, x équilibre et la position d'équilibre stable. Donc là on peut étudier, d'accord? Donc à la suite j'écris en dessous, voilà j'écris ici, d'accord? Étude du comportement, d'accord? Du comportement au voisinage, ici, au voisinage de x équilibre 1. Donc, au voisinage de x équilibre 1. Donc, x équilibre 1, vous voyez, ici, elle est là. D'accord? Donc, je me place au voisinage de x équilibre 1. Alors, c'est-à-dire au voisinage de ça, c'est-à-dire que je vais faire, je vais mettre un peu avant et je vais mettre un peu après x équilibre 1. Donc, je vais me balader autour. Je me balade autour de la première position d'équilibre, qui en fait est stable. Et ça, on peut le montrer. On peut le montrer via l'action de la force. Il y a une force qui s'exerce, cette force s'exerce selon l'axe OX. Donc en fait, si je suis par exemple à une position x inférieure à x équilibre 1, c'est-à-dire que si par exemple, voilà, je suis à une position x inférieure à x équilibre 1, dans ce cas-là, la force qui s'exerce ici sur le point M, cette force est une force conservative. C'est-à-dire que cette force, je vous rappelle, s'écrive sous la forme moins dEP sur dx. Donc moins dEP sur dx, d'accord? Voilà. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on peut dire? Qu'est-ce que l'on peut dire? Si x inférieur à x équilibre 1, je suis ici par exemple, je suis là. Par exemple, je me place ici, je vais faire une croix ici, je suis là, je suis dans la partie gauche, d'accord? Dans cette partie-là, la fonction EP est décroissante. En ce point-là, la fonction EP est décroissante, c'est-à-dire qu'ici, sa fonction EP est décroissante. On aura une dérivée des EP sur dx qui sera comment? Ici, ça sera comment? Ça sera négatif. Négatif par moins, moins par moins, ça fait plus, ça fait positif. C'est-à-dire qu'ici, on aura une force, ici, qui sera en fait dirigée selon plus EX, donc selon les x croissants. C'est-à-dire que là, j'évalue finalement la composante de la force selon l'axe OX. C'est-à-dire que finalement, cette force, ici, voilà, concrètement, elle sera dirigée selon plus EX. Donc selon les x croissantes. C'est-à-dire que si je me place en ce point-là, ici, où la fonction énergie potentielle est décroissante, donc ça, ce qui m'insère un 2p sur dx qui est négatif. Donc ça, ce que j'ai entrepris là, ça c'est négatif, avec le moins qui est devant, le tout est positif. Si je me place ici, la force conservative qui s'applique sur le point M aura tendance à me déplacer vers l'x croissant, donc à me ramener vers x équilibre 1. Vous comprenez ça? Si je suis ici juste avant x équilibre 1, la force conservative qui s'applique sur le point M aura tendance à me faire déplacer vers la droite, donc à me rapprocher de x équilibre 1. Vous avez compris ça? Vous aurez compris le sens, enfin, le rôle inverse. Je me place maintenant ici, à droite de x équilibre 1. Au contraire, donc je vais placer, je vais effacer ça. Je vais mettre mon x ici, voilà. Donc deuxième temps, si au contraire, je suis à une abscisse x supérieure à x équilibre 1. Je suis ici, ma croix blanche ici.
Qu'est-ce qui se passe? Je vais regarder ici, voilà, le sens de variation de l'énergie potentielle. Donc la force conservative, toujours, moins 2p sur dx, comme ceci. Alors je regarde cette fois-ci, au contraire, là je suis sur un front montant. D'accord? La fonction ici, EP de x, c'est croissante. Donc la dérivée est positive. Si la dérivée est positive, donc ça j'entoure c'est positif, avec le moins qui est devant, ça sera négatif. Autrement dit, la force ici sera dirigée selon x décroissant. Je résume, si le point M mobile se trouve en ce point-là, en ce point x là, la force qui s'applique sur le point M aura tendance à le ramener selon l'x décroissant, donc à le ramener vers x équilibre. Donc dans tous les cas, qu'est-ce qui se passe? La force conservative va tendre à ramener le point vers x équilibre 1. On dit également que x équilibre 1 est une position d'équilibre stable. Donc on note bilan dans les deux cas. Donc qu'on soit ici situé avant ou après la position d'équilibre, la force conservative, dans les deux cas, la force ici, la force Fc, d'accord, a tendance à ramener ici, à ramener le point M, à ramener ici le point M vers sa position d'équilibre, ici, x équilibre 1, qui est en fait une position d'équilibre stable. D'accord? Donc, qui est donc stable. D'accord? Cette fois-ci, cette position-là, elle est stable. Enfin, cette position d'équilibre, ici, est dite stable. Donc vous voyez ce raisonnement, on place d'abord à gauche puis à droite, on regarde le sens de relation de l'énergie potentielle et on se lie encore à la relation de son F égale moins 2p sur dx, d'accord, pour voir si la force a tendance à ramener ou éloigner le point M de x équilibre 1. Là, dans les deux cas, ça le ramène, d'accord, donc la position d'équilibre x équilibre 1 est bien une position d'équilibre stable et ça correspond de toute façon d'ailleurs à un minimum d'énergie potentielle, d'accord. Alors si vous avez compris ça, on va prendre ici forcément la définition opposée. Qu'est-ce qu'une position d'équilibre instable? Une position d'équilibre instable correspond à un maximum d'énergie potentielle, telle que sa dérivée seconde en x égale x équilibre sera strictement négative. Ouais. Et pareil, on va étudier le comportement du système au voisinage de x équilibre 2, en ce point-là, juste avant, et en ce point-là, juste après. Et là, on va trouver le fait que la force aura tendance à éloigner le point M de la position d'équilibre instable, x équilibre 2. Donc on y va. Deuxième définition, ici, donc pareil, une position d'équilibre, ici cette fois-ci, je notais le changement ici instable, donc une position d'équilibre instable, donc là je change, vous pouvez mettre à la suite ici, d'accord, je note en blanc ce qui va changer, donc cette fois-ci, ça va non plus correspondre à un minimum, mais plutôt à un maximum d'énergie potentielle, donc je note en majuscule les changements opérés. Donc un maximum d'énergie potentielle. Donc une position d'équilibre instable correspond à un maximum d'énergie potentielle, tel que cette fois-ci, quand je vais estimer le signe de la dérivée seconde, attention, toujours, j'estime le signe de la dérivée seconde en x égale x équilibre, cette fois-ci, j'aurai une grandeur ici négative, strictement négatif. D'accord, donc là, je donne le signe de la dérivée seconde. Et pareil, j'effectue la même étude. Je vais étudier le comportement au voisinage de x équilibre 2. D'accord? Donc là, je vais effacer tout ça. Hop, je vais remover sa rédaction. Voilà, j'efface ça, ça, et je le reprends avec vous. Voilà. Alors, donc là, pareil, là, je mets un 2. Je vais étudier le comportement au voisinage de la deuxième position d'équilibre, x équilibre 2, qui est un maximum local. D'accord? Donc, même raisonnement, je vais placer une abscisse x d'abord inférieure à x équilibre 2. Donc on y va, si x inférieur à x équilibre 2. Alors qu'est-ce que l'on peut dire? On peut toujours rappeler que la force conservative dérive d'une énergie potentielle, F égale moins dEP sur dx. D'accord? Et maintenant, si je suis une abscisse x inférieure à x équilibre 2, je suis ici par exemple. Je suis ici, croix blanche, je suis en ce point-là. Je suis sur un front montant pour lequel la fonction EP est strictement croissante, ce qui me met sur une dérivée ici positive, donc ça sera positif ici. Avec le moins qui est devant, on aura
ici une force ici conservative qui sera dirigée selon l'x décroissant. Conclusion, la force, d'accord, sera dirigée selon moins de x. Autrement dit, quand je suis ici, en ce point-là, la force conservative aura tendance à m'éloigner de x équilibre 2. Pourquoi? La force sera selon moins de x. Je vous rappelle, une seule force conservative, d'accord, une seule composante de force selon l'axe OX, d'accord, voilà, on l'a mesuré tout à l'heure. Donc si je suis ici, la force conservative aura tendance à m'éloigner de cette position d'équilibre qui est en fait instable, c'est instable. Au contraire, si, alors je vais effacer ça, ça me dérange en fait, voilà, ici, si au contraire x est supérieur strictement à x équilibre 2, je suis ici, je suis à droite, qu'est-ce qui se passe? Je regarde, la fonction ici sera, bon, on voit peut-être pas encore ici, mais elle sera décroissante. Donc on se place sur un fond ici, voilà, décroissant, donc elle est décroissante. Donc dans ce cas-là, ici, on aura f égale moins 2d sur dx. Donc ça, c'est bon, c'est toujours vérifié. Par contre, ici, vous voyez, fonction décroissante, ça sera négatif. Le moins qui est devant, le tout sera positif. Conclusion, si le point M se situe une abscisse x supérieure à x équilibre 2, la force conservative sera dirigée selon plus de x. Donc selon les x croissants. Conclusion, la force conservative aura tendance à m'éloigner de x équilibre 2. D'accord? Donc bilan, dans les deux cas, la force ici conservative, FC, a tendance ici à éloigner le point M, de la position d'équilibre x égale 2, qui est en fait donc instable. Elle est donc instable. Donc qui est donc, j'essaie de mettre la même phrase que tout à l'heure, cette fois-ci elle sera instable. Voilà. Hop, hop, hop. Bien. Donc ça c'est, vous voyez, la présentation théorique avec les définitions liées aux positions d'équilibre et leur stabilité. Maintenant on va l'appliquer. L'appliquer à un cas d'école, vraiment le cas classique, le pendule simple. Vous le connaissez maintenant par cœur, je pense. Certains maîtrisent même la résolution numérique via la méthode d'Euler, d'accord, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc, voilà. Donc, on va le reprendre et cette fois-ci, on va l'étudier sous l'angle des positions d'équilibre. En fait, on va ici faire deux choses. On va déterminer les positions d'équilibre du système, étudier leur stabilité et surtout retrouver l'équation différentielle du mouvement à partir de l'intégrale première du mouvement. D'accord? Donc on y va, ça sera donc le 3 après 3 c'est 4. 4. Ça je peux effacer, je pense, ouais. Voilà. Petit 4, ici, de ce chapitre 4e temps. Étude des petits mouvements. Autour de la position d'équilibre stable. C'est-à-dire que maintenant que l'on sait identifier une position d'équilibre stable, on va étudier les petits mouvements du système autour de la position d'équilibre stable. Étude des petits mouvements autour de la position d'équilibre stable. C'est-à-dire qu'en fait, on se place dans le puits de potentiel. Ici, autour de la position d'équilibre, ici, stable. Voilà. Donc on est dans le puits. Ok. Donc ça, voilà. Donc deux temps. Ici, pour ce chapitre, cette partie, on va effectuer ce qu'on appelle une approche énergétique du pendule simple. Et ensuite, on va retrouver l'équation différentielle du mouvement à partir de l'intégrale première du mouvement. Donc ici, petit a, approche énergétique du pendule simple. Approche énergétique du pendule simple. Voilà. Là, on va refaire le schéma, toujours. Là, c'est un passage obligé à faire le schéma, soit en dynamique ou en énergétique, surtout pour projeter le poids dans la base locale polaire. Donc, on y va. Je reprends le même schéma qu'on a effectué ensemble en dynamique du point, il y a 10 jours. Donc, on a. Je passe toutes mes craies ce matin.
on a ceci, voilà. J'ai pris un axe Y horizontal, j'ai pris un axe OX vertical descendant, ouais, vertical descendant. Alors ça, vous voyez tout de suite, si je mets un axe OX vertical descendant, il faudra faire très attention à comment on va définir l'énergie potentielle de pesanteur. Rappelez-vous lundi, l'énergie potentielle de pesanteur est définie par rapport à l'axe OZ vertical ascendant plus MGZ. Là, l'altitude est matérialisée par l'axe OX vertical descendant. Donc je représente les vecteurs unitaires, EX, ici, EY, là également. Alors, le pendule simple, qu'est-ce que l'on a? On a un fil qui est inextensible de longueur L, au bout duquel est attachée une masse supposée ponctuelle. Donc un fil de longueur L, la masse supposée ponctuelle. Le repérage polaire s'impose, tel que θ de t représente la position angulaire, d'accord, du point M. D'accord. Le repérage polaire s'impose puisque la trajectoire, vous savez qu'elle est un arc de cercle de centre O et de rayon L. La base polaire associée, ER dans le sens des rayons croissants, ici, et Eθ dans le sens des θ croissants. D'accord. ER comme ceci et Eθ. D'accord. Voilà. Bon. Donc ça, je peux effacer. C'est bon pour tout le monde. Donc le schéma, la base polaire, bien. On va le noter, on va définir le système référentiel, le repérage, le bilan des forces. D'accord. Voilà. Alors. Donc le système étudié, c'est un point matériel, M, de masse petit m. Voilà. L'étude est menée dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Un repérage polaire s'impose ici, compte tenu du mouvement du point M. Donc un repérage polaire ici s'impose, donc d'origine O, d'accord, tel que, je vous rappelle, à tout instant, le point M est repéré par le vecteur position LER. LER. Voilà, je note la dépendance temporelle ici au niveau du vecteur unitaire radial ER. L étant la longueur du fil inextensible, donc L est une constante. D'accord. Donc repérage polaire, système référentiel. Bon. Dans le bilan des forces, donc j'ai oublié plusieurs choses. J'ai oublié ici de représenter les forces sous le champ de pesanteur terrestre, supposé uniforme. Donc on va faire ici, rappelez-vous, le vecteur G, qui est une constante vectorielle, le champ de pesanteur terrestre. Alors ici, niveau des forces, tension du fil, il y aura la tension T du fil, d'accord? Donc on va représenter, je vais mettre du vert, ici la tension T du fil, donc je vais mettre T ici, la tension T du fil, d'accord? Et le poids vertical descendant comme ceci, d'accord? Ici le poids vertical descendant. C'est-à-dire que dans un premier temps, en fait, je veux traduire la conservation de l'énergie clinique, donc je vais négliger toute source de frottement. Ouais. Je veux négliger, donc je vais négliger toute source de frottement dans cette étude. Ça, je vais le dire dans le bilan des forces. Vous, ça sera clairement indiqué dans l'énoncé du sujet. Est-ce qu'on prend en compte les frottements? On vous le dira clairement. Si on prend en compte les frottements, on va vous demander de prendre en compte une force de frottement fluide, modèle linéaire, modèle de Stokes, en moins alpha V, où alpha est la son de frottement. On vous le dira clairement. Si on prend en compte les frottements, on vous le dira aussi. Mais là, on va pas les prendre en compte, d'accord? Donc dans le bilan des forces, de toute façon, ça va se voir dans le bilan des forces. Dans le bilan des forces, voilà. Alors rappelez-vous, c'est comme mardi, c'est un peu plus complet que d'habitude. Si je peux finalement dire que la force est conservative, je vais le dire. Je veux dire si la force est conservative, et si elle est conservative, je veux dire si elle dérive de l'énergie potentielle, j'en aurai besoin ici. D'accord? Donc la première, le poids, ça tombe bien. Donc première force, le poids P égale mg. Voilà. Donc pareil, comme vous savez projeter en base polaire. Je ne vais pas le faire ici, j'en aurai pas besoin, parce que je vais adopter une étude énergétique, d'accord? Je vais passer par l'énergie potentielle de pesanteur, je vais écrire le somme des forces également, donc je ne vais pas faire de deuxième module après, d'accord? Donc je vais simplement dire que c'est une force conservative, oui, je rajoute ça, c'est important dans une approche énergétique, force conservative, d'accord? Donc je répète, force conservative, le travail ne dépend pas du chemin suivi, mais ne dépend uniquement que des positions initiales et finales, telles que le travail du poids,
entre deux points M1 et M2 est égal à l'opposé de la variation d'énergie potentielle de pesanteur. On peut dire également qu'elle dérive de l'énergie, voilà, tout simplement, qui dérive de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc ça, on le fera systématiquement dans tous les exos qu'on va corriger. Potentiel de pesanteur, voilà. Donc ce sera du EPP de M dans R. Et c'est là qu'il faut faire attention, ça risque de coincer un peu. Autant qu'en dynamique, ça coince dans les projections du poids, on va en faire cet après-midi, projection de force, bon, à force d'en faire, ça va aller, vous ferez bien vos angles, orientés entre le vecteur force et les vecteurs unitaires. Là, il faut faire attention à bien écrire surtout l'énergie potentielle de pesanteur. Donc là, ouais, je vais ralentir un peu, donc EPP de M dans R. Alors, ici, on l'a vu lundi, rappelez-vous, si l'axe, je l'ai dit tout à l'heure, si l'axe des altitudes est vertical ascendant, ça sera plus MGZ, à une constante à tif près. Là, j'ai fait exprès. Deux choses, je pense que vous l'avez vu, j'ai pas noté Z, l'axe d'altitude, j'ai noté X. Donc X ici dans ce problème, d'accord, sera votre axe des altitudes. Et deuxième chose que j'ai fait exprès, c'est que j'ai pas mis l'axe vertical ascendant. J'ai mis l'axe vertical descendant. Donc ce qui va changer, ça sera le signe. Donc on aura moins dans l'énergie potentielle, moins mgx à une constante additive près. Ça on encadre. On encadre et on entoure le moins. Pourquoi est-il un moins ici? Puisque l'axe ici, on va dire des altitudes. L'axe des altitudes, ici c'est l'axe OX, il est vertical descendant. Vertical descendant. Alors ça se montre en faisant le même calcul qu'on effectuait lundi. On calcule le travail du poids avec un axe vertical descendant. On va le refaire, à chaque fois. Là, vous le prenez pour acquis. Si votre axe est vertical descendant, vous mettez un moins dans l'énergie potentielle de pesanteur. Vous n'aurez pas le temps de le remontrer à chaque fois. Enfin, on ne va pas vous le demander non plus à chaque fois, rassurez-vous. Moins mgx plus 1, l'énergie potentielle de pesanteur. D'accord? Donc ça, c'est le poids et cette force travaille. Le poids travaille, il n'y a pas de souci. Le poids n'est pas orthogonal au mouvement. Le poids est une force qui travaille, pas de souci. Donc ça, on la garde. La deuxième, c'est la tension T du fil. La tension T du fil, c'est une force qui est non conservative. De normes inconnues. Par contre, vous voyez peut-être, pour ce mouvement ici en arc de cercle, la tension T du fil est selon ER, enfin moins ER. La vitesse à l'orthoradiale sont θ. Est-ce que tout le monde voit qu'à chaque instant, la tension T du fil, elle est perpendiculaire au mouvement? Et si elle est perpendiculaire au mouvement, la tension T du fil ne va pas travailler. Ah, c'est bien. Ça m'évite de la projeter. Bon, ce n'est pas la plus compliquée, mais ça m'évite de la projeter. Donc, deuxième force, la tension T du fil. La tension T du fil, ici, qui est une force non conservative. Force non conservative. D'accord? Mais qui ne travaille pas ici. Donc ça c'est bien. Mais qui ne travaille pas ici. Voilà. Alors ça paraît toujours repérer s'il y a des forces qui travaillent ou qui ne travaillent pas. Rappelez-vous dans l'application du théorème de l'énergie cinétique, il faut calculer les travaux de toutes les forces extérieures. D'accord, donc on dira ici qu'elle est perpendiculaire ici. Perpendiculaire, cette force est perpendiculaire à tout instant au mouvement. D'accord. Une force perpendiculaire au mouvement. Une tension T du fil selon 1 ER, une vitesse qui est orthoradiale selon le θ. D'accord? Perpendiculaire au mouvement. Voilà. Et surtout, très important, je vous dis dans le bilan des forces, on néglige toute source de frottement. Pas de frottement fluide. Parce que si je mets des frottements fluides, mon système n'est plus conservatif. Ah ouais, donc pas de frottement fluide. Donc, troisième étoile, on néglige ici toute source de frottement. Bon, les frottements fluides. Ici, d'accord, on néglige ici, voilà, les frottements fluides, donc l'action mécanique de l'air sur le système. Les frottements fluides, il n'y en a pas. Donc bilan, alors ça c'est bien ça. Bilan. Ici, il n'y a qu'une seule force qui travaille, cette force est conservative, et mon point M est repéré par une variable angulaire. Laquelle? Et là. Elle est constante. On a donc un système conservatif unidimensionnel. Mais attention, en l'absence de frottement. Je vais les passer là-haut, je pense que c'est pour tout le monde. Donc bilan. En l'absence de frottement fluide. Bilan. Ah, ça c'est le bilan du bilan des forces. Ouais. Le bilan du bilan des forces. Bien, bravo. En l'absence de frottement fluide,
en l'absence de frottement fluide, le système étudié est conservatif unidimensionnel. En l'absence de frottement fluide, le système étudié, ici, est conservatif unidimensionnel. Voilà. Alors, dès que vous avez ça aussitôt, vous le citez, vous donnez par l'équation différentielle du premier ordre, d'accord, l'intégrale première du mouvement. Tout de suite, dès que vous parlez du système conservatif unidimensionnel, l'occasion est trop belle, vous donnez ici l'intégrale première du mouvement. Ici, donc dimensionnel, j'y arrive, voilà, avec deux N et un M. Unidimensionnel, ouais, c'est ça, caractérisé par l'intégrale première du mouvement. Donc caractérisé par l'intégrale première du mouvement, je vous rappelle, cette intégrale première du mouvement, ici, bah, elle résulte simplement de la conservation, elle traduit la conservation de l'énergie mécanique. On a que EC plus EPP égale une constante. Intégrale première du mouvement, donc on va la donner. Cette intégrale première du mouvement. Allez. Donc ça en garde, mg plus EPP, d'accord, jusqu'à 1, d'accord. Voilà. Donc vous aurez l'énergie mécanique du point M dans R. C'est la somme de son énergie cinétique. Et ici, l'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Donc automatiquement, je mets tout de suite l'énergie potentielle de pesanteur, EPP de M dans R. Voilà. Et le tout, n'oublie pas, ça c'est une constante. Et cette constante se détermine grâce aux conditions initiales. D'accord? Alors bien sûr, on peut aller plus loin, on peut expliciter chaque année terme. Et ici, on va aller un peu plus loin quand même, avec, on va comme expliciter EC et EP. D'accord? Pour réécrire cette intégrale première du mouvement. Alors, l'énergie cinétique du système, EC, énergie du mouvement du point M, c'est 1,5 de M V carré. 1,5 de M V carré. Bon. Ici, ah bah ça tombe bien, je demande à Quentin, ici présent. Pendule simple, OM égale LER, d'accord? Que vaut la vitesse? Que je veux évaluer son énergie cinétique, donc j'aurai 1,5 de M. Qu'est-ce que tu me proposes pour la vitesse? Très bien. L, θ point θ. Parce que vous avez L fois dER sur dt, ça fait L, θ point θ. Très bien, merci. Voilà, L, θ point θ. Donc là, c'est 1,5 de mv carré. Ok? Pour avoir ici l'énergie cinétique, parce que la vitesse, on dit qu'elle est purement orthoradiale. Bon, c'est simple, ça fait 1,5 de m L carré, θ point carré, θ scalaire θ, la base est orthonormée, ça fait 1. Donc 1,5, voilà, 1,5 de m L carré, θ point carré. Ok. Alors vous voyez là, j'ai une fonction de θ point. Ah, fonction de mon degré de liberté. Fonction de θ point. Bon. L'énergie potentielle de pesanteur, en fait, il va falloir la modifier, parce qu'en fait, on l'écrit en fonction de x. Rappelez-vous, on écrit que EPP égale moins mgx plus une constante K1. Bon, on ne va pas laisser comme ça. En fait, on ne va pas, dans la même équation, ici, avoir du x et du θ point. En fait, on va effectuer un changement de variable. C'est pas très compliqué, on fera toujours le même. Donc en fait, x s'exprime en fonction de θ. Ça se voit sur le schéma, c'est relativement simple. C'est-à-dire que là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais réécrire l'énergie potentielle, non pas en fonction de x, c'est-à-dire qu'ici, alors ce que je pourrais faire, vous voyez le M que j'ai ici, je fais ça depuis le début de l'année, l'énergie potentielle présentée, on ne dépend que de la position du point. En fait, je ne vois plus marquer EPP de x, donc j'efface, je fais exprès, j'efface. Donc ceux qui sont disant, mais j'efface le M, et je vais mettre un x pour bien montrer que ça dépend de, ici, de la position, surtout de l'altitude x du point M. Et ce que je vais faire, je ne vais plus exprimer l'énergie potentielle en fonction de x, mais plutôt en fonction de θ. Pourquoi? Pour avoir une cohérence dans mon équation. D'accord? Par rapport au degré de liberté, ici, de position angulaire, θ de t. Alors, x, il est où? Bah, là, j'ai une instantanée. À cet instant t, ici, le système linéaire. Qu'est-ce que je fais? Projection. Je fais une projection selon l'axe des x. Donc là, je fais le projet orthogonal du point M selon l'axe OX et j'aurai son abscisse cartésienne x, il est là. Donc on a son abscisse cartésienne x ici. Donc on a x à un instant t, il est là. D'accord? Là, c'est l'axe des x. On a un triangle rectangle. Bon, là, vous avez une longueur L ici.
Alors bien sûr, vous supposez la masse ici ponctuelle, c'est-à-dire que là il y a un résidu, mais il n'y a pas lieu d'être. La L de là à là, L ici, X là, θ qui est là. Vous allez faire quoi? Cos θ. Regardez, je vais mettre cos θ. Cosinus de l'angle θ dans ce triangle rectangle. Cosinus θ, ça sera adjacent. Bah, adjacent, c'est cette distance-là. Et ça, c'est quoi? Ce sera l'altitude X. X, donc ça sera X. Divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse que vaut-elle? C'est ça. Ça vaut L de T, la longueur du pendu. Je vous rappelle, j'ai fait ici une masse suffisamment grande pour que vous puissiez le voir, mais elle est ponctuelle. D'accord? Donc divisé par L. Autrement dit, voilà mon champ de variable. X égale L cos θ. Ça va? Donc c'est-à-dire X égale L cos θ, d'accord, permet de réécrire EPP, l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, on l'a réécrit, donc toujours dans ce paragraphe, on y va. Donc EPP, je mets une petite annotation. Donc EPP ne dépend plus de X mais dépend de θ. Donc attention ici, voilà. EPP de θ cette fois-ci. Alors je l'écris comment? Ben, je l'écris moins MGL, moins MGL cos θ. Je n'oublie pas au passage K1. Je n'oublie pas K1. Il est toujours là, K1, je vous rappelle, c'est la constante altifrais. Alors pareil, K1. Que vaut K1? Toujours la même question. Se pose cette question liée au choix. Quelle est l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur? Une fois que vous fixez l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur, vous aurez accès à K1. Alors là, on y va. Si on regarde ici pour fixer l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur, bon, ici, on regarde, on va être malin. Alors déjà, est-ce que vous voyez déjà que θ égale à 0 correspond en fait à la position d'équilibre stable? C'est-à-dire que là, si déjà vous voyez déjà cet aspect-là, vous pouvez vous dire, ah bah, je vais prendre l'origine en θ égale à 0. C'est-à-dire que je vais fixer le fait que lorsque θ égale à 0, lorsque mon système est purement vertical, son énergie potentielle de pesanteur sera nulle. Je vais fixer mon origine ici en bas. Et lors qu'il sera en mouvement, j'aurai une énergie potentielle de pesanteur qui sera différente de 0. Donc là, je vais fixer l'origine. Attention, on se pose la question de l'origine de l'EPP, de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc avec, donc ici, attention, avec. Là, c'est vous qui fixez. Là, c'est vous qui fixez. Vous dites que l'énergie potentielle de pesanteur, ici, s'annule en 0. L'énergie potentielle de pesanteur va s'annuler en θ égale à 0. D'accord? Qu'est-ce que l'on a? Bah, on aura finalement la valeur de K1. Pourquoi? Bah, ça tombe bien. Parce que vous allez avoir moins MGL cos de 0 plus K1 égale à 0. Donc ça fait moins MGL cos de 0, ça fait moins MGL plus K1 égale à 0. K1 égale MGL. Voilà. Donc on a K1 égale MGL. Voici la constante. Voilà, que j'ai déterminé K1. Donc ça permet de réécrire finalement l'énergie potentielle en fonction de θ. Donc voilà. Donc ça, on jamais obligé de le faire, voyez. Une variable, passer de la variable x à la variable θ, parce que c'est le degré de liberté. Θ, c'est le degré de liberté, et fixer la valeur de la constante K1, c'est-à-dire que là, vous choisissez l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur. D'où, toujours ici, l'énergie potentielle de pesanteur, on aura un EPP de M dans R. Voilà. Donc j'aurai MGL pour K1, moins MGL cos θ. Je mets MGL en facteur, MGL facteur de 1 moins cos θ. Voilà. Donc on aura MGL facteur de 1 moins cos θ. Voilà. Énergie potentielle de pesanteur, MGL facteur de 1 moins cos θ. Et là, c'est seulement maintenant que je peux réécrire l'intégrale première du mouvement. Donc finalement, voilà, l'intégrale première du mouvement se réécrit sous la forme. Donc je fais ça plus ça, d'accord? Donc on réécrit alors l'intégrale première du mouvement. Donc EC plus EPP égale une constante. L'intégrale première du mouvement. Donc on aura quoi? Ah, ça sera 1 demi M L carré θ point carré. Et là par contre je précise bien que c'est ici à un instant t quelconque à gauche, plus MGL facteur de 1 moins cos θ de t, d'accord,
Bon, la constante qui dépend des conditions initiales, bah, c'est quoi? Bah, je me place en 0, donc qui est égal à 1 demi de m f carré θ point carré. Attention cette fois-ci, intégrale plan de mouvement, membre de droite, je me place à t égale à 0. À t égale à 0, c'est cette fameuse constante qui dépend des conditions initiales. Et je lui ajoute bah, le deuxième terme en LGL, facteur de 1 moins cos de θ, mais θ, attention, triangle 0. D'accord? Voilà. Et ça sera voilà, l'intégrale problème de mouvement. Hop, je peux encadrer là, 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 là. Alors ça c'est une réécriture hein, de la forme condensée. C'est-à-dire que ça, on l'écrirait plus souvent sous la forme, en fait, 1 demi, m L carré, θ point carré, plus mgl, facteur de 1 moins cos θ, égale une constante. Hein. C'est la même chose, hein. C'est exactement la même chose. La deuxième forme que j'encadre ici en jaune, c'est celle qu'on utilisera le plus souvent. D'accord? Parce qu'après, on va dériver cette équation-là par rapport au temps, pour avoir l'équation différentielle du mouvement. D'accord? Donc voici l'intégrale première du mouvement, dans ce cas ici, simple. D'accord? Qui traduit la conservation d'énergie mécanique. On a un système qui est conservatif, unidimensionnel, je vous rappelle. D'accord? Bien. Maintenant, alors ça classiquement, je vous montre, hein. C'est classique en interro. D'accord? La suite, donc ça c'est la question numéro 3 l'interro. Première question, c'est exprimer l'énergie potentielle de pesanteur, énergie cinétique dans la base polaire, d'accord, et faire apparaître l'intégrale point de mouvement. Ensuite, question suivante, c'est tracer le graphe, ouais. Parce qu'en fait, on va étudier ça. On va étudier ce graphe-là, et notamment étudier les positions d'équilibre stables et instables du système. Donc grâce à cette fonction-là, d'accord, étudier les positions d'équilibre, d'accord. Donc ça va mettre en application ce que l'on vient de voir, d'accord, sur les extrémas ici de la fonction énergie potentielle, d'accord. Donc ici, toujours dans l'approche énergétique, toujours dans le petit a. Donc ça, je peux passer maintenant le schéma, j'en ai plus besoin. Ici, donc sous paragraphe, donc étude des tracés, étude du profil énergétique. Donc étude du profil d'énergie potentielle. Voilà. Étude du profil d'énergie potentielle. Voilà. Donc paragraphe suivant, toujours dans le petit a. Et en fait, le tracé de la fonction EP, ici, alors pareil, c'est EP en fonction de θ, va nous permettre finalement de limiter, d'étudier les limites du mouvement, donc d'étudier les zones permises, les zones interdites pour le point M, et surtout de donner les équilibres stables et instables. D'accord? Donc le tracé de la fonction ici EPP, alors cette fois-ci j'ai mis EPP de M, mais c'est EPP de θ, d'accord, permettra ici d'une part de définir ce qu'on appelle les zones permises et interdites. Les zones permises interdites pour le point M. D'accord? Donc rappelez-vous, hein, seules finalement, ici ça représente les statistiques, hein, seules les valeurs de θ pour lesquelles la courbe d'énergie potentielle est en dessous de la droite d'énergie et mécanique horizontale seront permises. Donc on va définir les zones permises, zones interdites pour le point M. Voilà. Donc on définit, on différencie ces deux zones. Et surtout, également, de définir voilà, les positions d'équilibre stables et instables. Donc là, on pourra dans un deuxième temps définir les positions d'équilibre stables et instables du système. Donc position d'équilibre stable et instable. Donc on va d'abord tracer ça. On va tracer la fonction MGL, facteur de 1 moins cos θ, ici en fonction du degré de liberté, donc en fonction de θ. Donc on y va.
Alors, je la trace ici à gauche. Alors, déjà, fonction en valeur positive. Ok, on y va. Donc on prend uniquement le cadran supérieur. Donc en fonction de θ, je place 0. Je vais placer, allez, je la trace sur 2π. Moins 2π, 2π. Donc moins π. Et ici, typiquement, moins 2π. D'accord? Donc fonction à valeur positive. Donc les valeurs entre 0 et 2 mgl, tout le monde voit qu'ici la valeur maximale. Donc fonction bornée entre 0 et 2 mgl. Pourquoi? Lorsque le cos θ vaut moins 1. Lorsque le cos de θ vaut moins 1, j'aurai 1 moins moins 1. 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 1, ça fait 2, ça fera 2 mgl. Donc la valeur maximale. Donc là, je vais porter l'énergie potentielle de pesanteur. Et j'aurai ici, voilà, 2 mgl pour la valeur maximale. Donc ici 2 mgl. Ok. Ensuite, en quel point, en quelle valeur de θ, pour quelle valeur de θ, la fonction EPT va-t-elle s'annuler? Pour toutes les valeurs ici de θ, multiples de 2π, tous les cas de π. Donc pour 0, 2π moins 2π, ici directement, on aura cos de 0, ça fait 1, 1 moins 1, ça fait 0. D'accord? Donc tous les 0, ici, enfin tous les 2π, cas de π. Donc 0, 2π moins 2π, la fonction s'annule. Ça va pour tout le monde. En moins 2π, 0 2π, la fonction s'annule. Cos de 0, cos de π, ça fait 1. Et 1 moins 1, 0. Ça s'annule. Ok. Et ici, par contre, pour les valeurs de pi et moins pi, la fonction cos est ampère. On aura moins 1. 1 moins 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Donc là, ici, j'aurai une valeur maximale en plus ou moins pi. Voilà. Et c'est une fonction ici qui sera sinusoïdale. D'accord, valeur maximale en 2 mgl, donc on y va, on va essayer de représenter ceci. Donc ça va faire. Hop, voilà. On essaie de faire ça symétriquement. Voilà. Voilà, sur l'intervalle, moins 2π, 2π. D'accord? Donc là, je trace juste cette fonction mgl, facteur de 1 moins cos θ, qui s'annule pour moins 2π, 0, 2π. D'accord? 1 moins 1, 0. À une maximale pour moins pi, pi. Pourquoi on aura moins 1? Cos de pi, moins 1. 1 moins 1, 1 plus 1, ça fait 2. Et après, c'est des variations qui sont sinusoïdales. D'accord? Bon. Alors déjà là, qu'est-ce que l'on peut voir? Bon, on peut voir qu'il y a des positions d'équilibre stables et instables. En fait, il y a des équilibres. En fait, dès qu'il y a des extrémas. Les extrémas, où sont-ils? J'en ai ici. Donc là, tangente horizontale. Voilà, elle est mal placée là, je fais plus attention. Mon graphe, on passe par 0. Tangente horizontale en 0. Attention, très mal faite ici. Voilà, et ici. Donc là, sur moins 2π, 2π, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 positions d'équilibre. J'en ai 5. Parmi ces 5 positions d'équilibre, tout le monde voit que j'en ai 3 qui sont stables. J'ai 3 équilibres stables. 3 correspondent à des minimums. Stable, stable, stable. Et 2 instables. Instable, instable. D'accord? Donc là, vous voyez, je vous montre. Donc tracer du graphe sur 2 points. Sur 2 points, montrer que θ égale à 0 est une position d'équilibre stable. Montrer que θ égale à pi est une position d'équilibre instable. Donc on y va, on va le montrer ensemble. Donc ici, donc là on voit graphiquement. Graphiquement, il apparaît, vous voyez, 5 équilibres. Donc graphiquement, je viens graphiquement. D'accord? Donc ça, typiquement, voilà. Voilà. Graphiquement, il apparaît ici, donc 1, 2, 3, 5 positions d'équilibre sur l'intervalle. Je me limite à l'intervalle moins 2π, 2π. 5 positions d'équilibre. Voilà. Et parmi ces 5, j'en ai 3 stables. 3 stables et 2 instables. Voilà. Ok, ça correspond aux extrémas de l'énergie potentielle. Et ce qui rapportait des points, c'est montrer que, donc on y va, montrer que θ égale à 0, donc on va appliquer les relations précédentes. θ, j'ai pris 0, alors j'aurais pu prendre 2π ou moins 2π. Mais 0, ça m'intéresse. Après, je vais ici étudier le comportement du système au voisinage de 0. D'accord? Donc montrer que θ égale à 0 est une position d'équilibre stable. Montrer que θ égale à 0 est une position d'équilibre stable. Donc je reprends la question type interro.
Un typical en fait également, ça c'est pour vous. Montrer que θ égale 0 est une position d'équilibre stable. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer déjà que la dérivée première en θ égale à 0 s'annule et que la dérivée seconde de EPP par rapport à θ prise en θ égale 0 est strictement positive. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord calculer à part les dérivées première et seconde et après étudier les deux cas. D'accord? Donc ici, première chose, là je mets de la place, donc on y va, on calcule d'abord la dérivée première. Donc dérivée première de l'énergie potentielle de pesanteur ici par rapport à θ. Donc je dérive pour tout θ. Pour tout θ, vous voyez, je mets rien là. J'ai rien mis ici, donc c'est pour tout θ. Donc j'ai MGL, un facteur de 1 moins cos θ. Et si je dérive ça par rapport à θ, Yann ici présent, par rapport à θ, oui, ça donne quoi? Donc ça fait MGL moins MGL cos θ. Il suffit de dériver un cos θ par rapport à θ. Ça donne Donc moins plus, ouais. Donc ça, cos θ ça donne moins si, mais que le moins qui est devant, ça fait plus sinus. Donc il va rester uniquement MGL sinus θ. Vous voyez, vous avez MGL moins MGL cos θ. On dérive par rapport à θ. Un cos θ, ça fait moins sin θ. Mais avec le moins qui est devant, attention, un moins qui est devant, ça fait plus MGL sin θ. Donc là, j'ai la dérivée première pour tout θ. D'accord? MGL sin θ. C'est bon? Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ici la dérivée en θ égale 0. On veut montrer que θ égale 0 est une position d'équilibre stable. Donc ce que je fais maintenant, je rajoute en θ égale 0. Donc je fais une phrase, on en déduit. Mais je ne vais pas le faire ici tout de suite. On en déduit quoi? On en déduit. Voilà, je vais prendre la dérivée. Je prends la dérivée. Attention, cette fois-ci, oui, je change de couleur. Je vais mettre la dérivée, je cherche la dérivée en 0. La dérivée en 0. Bon, ça, Baptiste, ça donne quoi ici? La dérivée en 0. Je prends la dérivée de EPP par rapport à dire. En 0, la dérivée elle est là. Sin de 0, ça fait. Oui, très bien. Donc 0 fois MG, ça fait 0. Ouais. Conclusion. Conclusion tout de suite. On vient de montrer que la dérivée s'annule en 0. Conclusion. Θ égale 0 est une position d'équilibre. Stop. Simplement. Position d'équilibre. Donc conclusion. Conclusion. θ égale à 0 est une position d'équilibre. On a montré ceci. Pourquoi? La dérivée s'annule en θ égale à 0. Je répète, la dérivée s'annule en θ égale à 0. Donc θ égale à 0 est une position d'équilibre. Est une position d'équilibre. Mais ça, vous avez fait que la moitié du travail. Pourquoi? Vous n'avez pas encore montré si elle est stable ou pas. Donc là, c'est la moitié des points. L'autre moitié des points, qu'est-ce que vous faites? Pareil, vous avez calculé la dérivée seconde. Et là, vous allez étudier le signe de la dérivée seconde en θ égale à 0. Donc on y va. Même chose. Ici, donc avec. Donc on va estimer la dérivée seconde pour tout θ. Donc la dérivée seconde de EPP. Voilà, pour tout θ. Alors, la dérivée seconde, c'est en fait dériver une nouvelle fois la dérivée ici première. On y va ensemble. Adam? C'est MGL cos. Très bien. Donc MGL cosinus θ. Donc je dérive une nouvelle fois la dérivée première pour avoir la dérivée seconde. D'accord? Bien. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est obtenir le signe de la dérivée seconde en θ égale à 0. D'accord? Donc on en déduit. Allez, je demande à Rémi. On en déduit. On en déduit cette fois-ci le signe de la dérivée seconde. Et attention, vous voyez, par rapport à l'étape précédente, cette fois-ci, je prends la dérivée seconde en θ égale à 0. Ça vaut quoi? MGL. MGL. Ouais, très bien. MGL. M, G fois L. On a un produit de 3 termes, tous les 3 positifs. C'est important, c'est de conclure sur le signe. Là, il faut conclure sur le signe. MGL, on a un produit de termes qui est strictement positif. Donc là, positif. Conclusion, Rémi, je t'écoute. θ égale à 0 est une position d'équilibre stable. Voilà, conclusion. θ égale à 0 est une position d'équilibre stable. Vous voyez, c'est pas si compliqué, mais il ne faut pas oublier. D'abord la dérivée première en 0, puis le signe de la dérivée seconde en 0. Pour ici aller jusqu'au bout et étudier la stabilité, position d'équilibre stable. Ok, et ça c'était sur le point. Ouais. Bien. Premier temps. Maintenant, on le fait pour θ égale à pi. Question suivante, c'est montrer que θ égale à pi est une position d'équilibre instable. D'accord? Donc moi, ici, je vais effacer ça, je vais mettre en majuscule ce que je vais changer. Donc montrer, je vous laisse un peu de temps. Montrer que θ égale à pi radian
est une position d'équilibre instable. Donc là, c'est de la méthode, mais c'est toujours la même. C'est pas compliqué. Donc position d'équilibre instable. Alors, là, donc ici, la dérivée première reste la même. Ce qui va changer, c'est ça. Ici, ce qui va changer, c'est ça. Je vais changer ici en pi, d'accord? Ici, ce qui va changer également, c'est ça. Hop, ici en pi. Donc je répète, pour ceux qui sont en distance. Donc deuxième question, montrer que θ égale à pi est une position d'équilibre instable. Donc graphiquement ça se voit, oui, mais c'est pas suffisant. Il faut le montrer ici par le calcul, par les extrémas, ici d'énergie potentielle de pesanteur. Donc on reprend la dérivée première, c'est la même, ça ne change pas. Pour tout θ, ça vaut ça. Mgl, c'est θ. Maintenant, attention pour la valeur en pi. D'accord? Donc on y va, j'ai oublié Sylvain. Je demande à Sylvain, quelle est la valeur de la dérivée première en θ égale à pi? 0 encore, très bien, parce que sinus de pi radian égale à 0. Conclusion, là pareil, il faut que je change aussi. θ égale à pi radian est une position d'équilibre, puisque la dérivée s'annule en θ égale à pi. Pas de problème. D'accord? Bien. La dérivée seconde reste la même. La dérivée seconde reste la même. Par contre, maintenant, la dérivée seconde, je vais la prendre en θ égale à pi. Allez, je demande à Thomas, ici présent. Thomas, la dérivée seconde en θ égale à pi. Tu remplaces θ par pi radian, qu'est-ce que tu obtiens ici comme résultat? Alors ici, en θ égale pi radian, d'accord? Moins mgl, d'accord? On aura moins mgl ici, donc moins mgl, d'accord? Cos de pi radian moins 1. Cos de pi radian moins 1, donc moins mgl. Donc là, résultat qui est strictement négatif. D'accord? Strictement négatif. Mgl positif avec le moins paiement, c'est négatif. Conclusion, θ égale à pi, au contraire, sera une position d'équilibre instable, puisque les liaisons s'annulent en θ égale à pi. Voyez, on a fait deux exemples, je pense déjà avec deux exemples. Je pense que vous avez déjà acquis la méthode. Et ça se retrouvera souvent, très souvent. D'accord? Son prochain test de physique en vecteur, vous aurez des équilibres à étudier. Donc c'est. Bon, par contre, ce sera plus compliqué que ça. Ça ne sera pas du MGL facteur de 1 moins cos θ, d'accord? Ce sera un peu plus compliqué, forcément. D'accord, il y a ça. Mais la méthode sera la même. Dérivée première, extrêmement, et ensuite le signe de la dérivée seconde, pris en la valeur, toujours, vous prenez la seconde en la valeur étudiée, d'accord? Voilà, d'accord? Donc là, on trouve bien le fait d'en faire plus de valeur, mais c'est pareil. Équilibre stable pour 0, instable pour pi radian, d'accord? Premier point, étude des positions d'équilibre, étude de leur stabilité. Premier point. Deuxième point, on va exploiter un peu plus cette intégrale première de mouvement, surtout au voisinage de 0. En fait, ce qui se passe ici, c'est très intéressant. Autour, en fait, c'est ça, c'est le titre du chapitre. On va étudier les petits mouvements autour de θ égale à 0, et ça tombe bien. On vient de montrer que θ égale à 0 est la position d'équilibre stable. Donc, nouveau paragraphe, toujours dans le petit arbre, toujours dans cette étude. Je peux effacer ça, ouais, je pense. Ouais. Ça également, quoi, le graphe aussi. Ici, oh, non, le graphe, j'en aurai besoin. Justement, j'en aurai besoin pour faire quelque chose. Voilà. Donc ça, et je vais mettre ici, je vais rajouter θ, et là j'ai effacé EPP. D'accord? Voilà. Donc, autre paragraphe, étude, voilà, des petits mouvements, étude des petits mouvements autour de la position d'équilibre stable. Donc j'insiste, on a des petits mouvements autour de θ équilibre égal à 0. Donc on a montré que θ égale à 0 ici est une position d'équilibre stable autour de la position d'équilibre stable θ égale à 0. Θ égale à 0. Voilà. Bon. Bien. Alors, ce qu'on va faire ici, de toute façon on le reprend de manière générale après, donc c'est la question que je poserai à Fatima après, de me donner la formule de Taylor-Young, le développement limité entre n de la fonction énergie potentielle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est ce que vous avez vu en maths finalement, vous avez vu également ça en maths, c'est-à-dire pour des petits mouvements, en plus ça tombe bien au voisinage de 0, au voisinage de θ égale à 0, en fait, on va étudier ces petits mouvements autour de la position d'équilibre stable. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0. C'est pas encore fait? Oh mince, mais toi tu connais peut-être, non? Non. Oh, je compte sur toi.
Donc, on va voir après la formule de Taylor-Young. Bon, je vais vous donner, bon, c'est pas grave, il n'y a pas encore, mais je pensais que vous l'aviez déjà vu. Bon. Alors, comment dire, simplement, rappelez-vous ce qu'on avait fait en début d'année sur les équivalents sin θ, équivalent ici à θ, cos θ équivalent à 1. Là, c'est pareil, sauf qu'on va aller un peu plus loin. Rappelez-vous, dans les conditions de Gauss, on dit que cos θ équivalent à 1, environ égal à 1, sin θ équivalent à θ, tangente θ équivalent à θ. Les conditions de Gauss, étude des rayons par axiaux, proche de l'axe optique et faible ou incliné par rapport à l'axe optique. Et ça permettait de calculer des grossissements. D'accord? Et bien ça ce sont des équivalents. Nous, on va pousser un peu plus loin de développement limité. Ce qu'on appelle en mathématiques les développements limités, on prend une fonction. Ici, la fonction qui m'intéresse, c'est cos θ. Et je vais donner le développement limité à l'ordre 2. Je ne vais pas aller à l'ordre 1, je vais aller à l'ordre 2 de la fonction cos θ. En fait, ça c'est un outil mathématique. Vous ferez les développements limités au voisinage, par exemple de 0, de la fonction cosinus, d'accord, sinus, tangente, exponentielle. Et nous, ce qui m'intéresse, c'est la fonction cos, parce que cette fonction cos, elle intervient dans l'énergie potentielle pesanteur, en MGL, facteur de 1 moins cos θ. Alors, là, ouais, c'est un peu tombé comme un cheveu sur la soupe, parce que les pas vu en mathématiques, c'est un peu gênant, mais c'est pas grave, on va faire avec. C'est-à-dire qu'ici, on fera toujours ça. C'est-à-dire que là, cette fonction, vous voyez, MGL, facteur de 1 moins cos θ, vous voyez, on a MGL, facteur de 1 moins cos θ. Vous voyez, la variable est ici, la variable est en θ. Ce que je vais faire, je vais placer ici au voisinage de 0. Je ne vais pas placer là, je vais placer là. Je vais étudier les petits mouvements autour de 0. Et ce que je vais faire, je vais effectuer ce qu'on appelle un développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0. Donc ça, on va le noter, c'est un point méthode, on fera toujours ça. Quand vous avez petits mouvements, alors il faut qu'il y ait des indicateurs. Petits mouvements autour d'une position d'équilibre stable. C'est-à-dire qu'il faut indicateur, petit mouvement. Il faut qu'on ait des petits mouvements, faible amplitude. Et autour, donc autour, voilà, d'une position d'équilibre stable. Donc pareil pour ceux qui sont à distance, il y a des indicateurs qui vont vous guider à effectuer, bon, désolé, c'est une notion mathématique que vous n'avez pas encore vue, un développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0. Donc là, méthode, on effectue, donc quand on a ces indicateurs, on effectue alors un développement limité à l'ordre 2, développement limité, ici, à l'ordre 2, au voisinage de θ égale à 0, au voisinage, alors nous ça tombe bien, θ égale à 0 c'est la position d'équilibre stable, ici, alors je vais faire un développement limité de cos θ, parce que MGL est constant, d'accord, la variable c'est θ, sa position angulaire, de cos θ, d'accord, tel que, alors, désolé, hein, je ne vais pas être aussi rigoureux que mon collègue de maths, nous sur le téléphone optique, c'est, en fait vous connaissez le premier terme du développement, vous le connaissez tous. On l'a déjà fait, c'est-à-dire qu'on a tous fait ça. Cos θ environ égal à 1. On a tous fait, je n'ai pas dit égal à 1. J'ai pas dit égal à 1, attention. Je dis environ égal à 1. Ça va être l'optique géométrique. Condition de Gauss, je vous rappelle, θ négatif devant un radian, 1 sur l'équivalent. Rappelez-vous, 1 sur l'équivalent. Cos θ environ égal à 1. Ça, voilà, c'est le premier terme. Moi, je vais aller un peu plus loin aujourd'hui. Alors pourquoi je vais un peu plus loin d'ailleurs? Pourquoi je ne m'arrête pas à cos θ égale à 1? Pourquoi je suis obligé de donner le terme suivant qui en fait en moins, en fait le terme suivant c'est moins θ carré sur 2. Pourquoi je suis obligé d'aller plus loin, d'aller faire un développement limité à l'ordre 2? Ouais, très bien, parce que si je m'arrête à 1 comme du géométrique, c'est pas faux. On a ce qu'on appelle l'équivalent, on a de 0. Mais si je fais ça, je remplace ce cos θ par 1, 1 moins 1, 0. Ouais, j'approxime ma fonction à ce point-là de coordonnées 0, 0. Bien, on avance. Non, ce qu'il faut, c'est aller un peu plus loin dans le développement limité. On va à l'ordre 2. Et le terme suivant, alors rassurez-vous, ça vous récemment, vous allez apprendre par cœur ce qu'on appelle ces développements limités. Le terme suivant, c'est un θ carré sur 2. Θ carré sur 2. Et si je fais ça, ça c'est bien. Ça c'est bien, parce que si je remplace cette approximation de... C'est une approximation, hein. C'est ça en maths. On va approximer de mieux en mieux, j'ai mis environ égal, la fonction cos θ. Et ça permet de réécrire l'énergie potentielle de pesanteur. D'accord? Donc ce qui permet de réécrire ici. Alors pareil, là je rédige un maximum. Hein. Si vous voulez pas en maths, on va rédiger un maximum. De réécrire ici E et P au voisinage de θ égale à 0. Au voisinage de la position d'équilibre stable.
voisinage de la position d'équilibre stable θ égale 0. Pareil, hein, vous voyez, autre indicateur pour effectuer un développement limité au voisinage. Vous voyez les termes mathématiques qui reviennent souvent. Petit mouvement autour de ou au voisinage de. Vous voyez, au voisinage, c'est un autre indicateur qui dit ah là, il faut vraiment faire ça. Il faut vraiment faire ça, sinon vous n'allez pas y arriver. D'accord? Donc, ici, alors si je fais ça, c'est-à-dire que l'énergie potentielle, qui dépend de θ, vous voyez, elle ne sera plus égale, elle sera environ égale. Elle sera plus égale, elle sera environ égale. D'accord? Alors si je fais ça, j'aurai mg facteur de 1 moins. 1 moins tout ça. Et 1 moins tout ça, vous aurez 1 moins 1, 0. Par contre, vous aurez 1 moins tout ça. Mais moins, plus. Est-ce que tout le monde voit qu'il va me rester uniquement le terme en mgl, θ carré sur 2. Donc si je fais ça, j'aurai mgl, θ carré sur 2. Alors ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Ça veut dire quoi mathématiquement? Ça veut dire qu'au voisinage de 0, je peux approximer mon énergie potentielle par cette fonction-là. Mais cette fonction-là, c'est une fonction en θ carré. C'est une cuvée, c'est un but potentiel parabolique. Ça, c'est une fonction parabolique en θ carré. Ça, c'est constant. Ça, c'est une fonction qui est parabolique. C'est du x carré, hein. En mathématiques, hein, ça en fonction de x, c'est du x carré. Là, c'est une fonction qui est parabolique. Voilà. Fonction qui est parabolique. Et concrètement, qu'est-ce que vous faites? Graphiquement, ce qui est en jaune, ça c'est le puits de potentiel qui est réel. Donc ce que j'ai en jaune ici, alors je mets une légende, attention, projection distance, oui en jaune, ça, ici, c'est mon puits de potentiel réel. Puits de potentiel réel. Donc attends, puits de potentiel, c'est uniquement ça. Ce que je vais repasser en jaune, voilà, ça va être un carnage, comme ça, voilà. Ça, c'est le puits de potentiel réel. Ça, c'est mon puits de potentiel réel. Donc, j'insiste en jaune, puits de potentiel ici réel. Et ce que me donne mon développement limité à l'ordre 2, j'approxime mon puits de potentiel réel par un puits de potentiel parabolique, qu'on appelle également puits de potentiel harmonique. C'est-à-dire que je vais approximer cette fonction-là au voisinage de 0 par une fonction en pointillé vert qui sera un puits de potentiel, donc je trace en pointillé, voilà, ceci, qui vient épouser la forme du puits de potentiel réel au voisinage de 0. Donc je répète, alors ça peut plus ou moins s'écarter, d'accord? Voilà. Mais ce qui est important, c'est que ça vient épouser la forme de la courbe réelle au voisinage de 0. D'accord? Donc là, moi, je vais mettre une légende en dessous. Attention, ça ne va plus rien voir. Là, vous pouvez mettre la légende en dessous, tout simplement, pour les deux. En vert, on a un puits de potentiel harmonique. Donc, on a un puits de potentiel harmonique. Donc, ça, c'est mon approximation. Donc, je note entre parenthèses, ça, c'est l'approximation effectuée. Et en fait, j'efface ce que j'ai fait sur le graphique, hein, c'est pas beau. Je vais mettre la légende en dessous, hein. Ce sera plus simple. Hein. Et en très plein jaune, c'est mon puits de potentiel réel. Donc là, j'ai en très plein jaune, un puits de potentiel ici réel. D'accord? Alors que lui, c'est le puits de potentiel harmonique, c'est l'approximation. Et d'ailleurs, on parle d'ailleurs d'approximation harmonique. Donc on va approximer la courbe réelle d'énergie potentielle à une fonction en θ carré, une fonction parabolique. Donc on parle alors d'approximation harmonique. On parle alors d'approximation harmonique. Voilà. Donc ce qui revient à confondre localement au voisinage de 0, on voit, c'est confondu localement au voisinage de 0, la courbe réelle d'énergie potentielle, vous voyez, c'est confondu localement avec l'approximation harmonique avec une cuvette de potentiel ici parabolique en θ carré sur 2. D'accord? Donc ça, c'est pour l'aspect graphique. D'accord? Et une fois que j'ai l'énergie potentielle, pareil, c'est environ égal, c'est au voisinage de 0. Hein. C'est-à-dire que là, au voisinage
Quand θ tend vers 0, mathématiquement, vous allez rajouter quand θ tend vers 0, on est au voisinage de θ. J'ai fait qu'un développement en unité. En fait, je vais noter ça. Vous allez faire un DL2, vous allez noter ceci. Ça, c'est un développement limité d'ordre 2 au voisinage de 0. D'accord? Et en fait, ça va nous permettre de réécrire l'intégrale première de mouvement. Pareil, au voisinage de 0. D'accord? Donc ici, donc au voisinage de θ égale à 0, au voisinage de θ égale à 0, on réécrit alors ici l'intégrale première du mouvement. Donc au voisinage de 0, on réécrit alors l'intégrale, intégrale première du mouvement. Alors, ici, donc pareil, ça sera EM, l'énergie mécanique, du point M dans R. Donc on va approximer. C'est une approximation, donc au voisinage de 0, on va approximer par. Alors l'énergie cinétique ne va pas bouger. Ce qu'on a fait, c'est simplement une approximation de l'énergie potentielle réelle par une énergie potentielle dite harmonique en θ carré sur 2. Donc l'énergie cinétique reste telle quelle, c'est 1 demi de M L carré, θ point carré. Et ce qui va changer simplement, c'est l'énergie potentielle de besoin en MGL, θ carré sur 2, plus MGL, θ carré sur 2. J'en profite pour noter toutes les dépendances temporelles, ici, d'accord? Et surtout, je n'oublie pas le fait que cette somme, en prenant en compte que chacun terme dépend du temps. Mais la somme des deux termes doit rester constante à tout instant. Quand je somme ces deux termes, la somme doit rester constante à tout instant. Donc là, je vais mettre une constante à droite, je ne l'oublie pas. Je l'efface. Là, ici. Et là, je n'oublie pas de mettre la constante. D'accord? Et ça, c'est l'intégrale première de mouvement dans le cas de faible mouvement autour de la position d'équilibre stable. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, dernier point technique, c'était d'ailleurs la dernière question de cet interro, c'est retrouver l'équation différentielle du mouvement à partir de l'intégrale première de mouvement. Alors, vous voyez le nom, intégrale première de mouvement. Intégrale première de mouvement. Si vous dérivez l'intégrale première de mouvement, il vous reste l'équation du mouvement. D'accord? Intégrale première de mouvement, c'est une équation différentielle du premier ordre qui traduit la conservation de l'énergie mécanique. Mais si vous dérivez, attention, si vous dérivez par rapport au temps, si vous dérivez par rapport au temps l'intégrale première de mouvement, vous avez l'équation du mouvement. Donc, point méthode très important, d'accord, de ce chapitre. Donc ici, donc point méthode, ici, point méthode, voilà, très important. On peut retrouver l'équation du mouvement en dérivant par rapport au temps l'intégrale première de mouvement. Sans le cette phrase, c'est très important. Donc on peut retrouver, et on va retrouver, on peut retrouver l'équation du mouvement. On peut retrouver l'équation du mouvement ici en dérivant par rapport au temps, et j'insiste, je vous rappelle que tout à l'heure les énergies potentielles ont dérivé par rapport à x. Et là, on va dériver par rapport au temps, l'intégrale première de mouvement. En dérivant, et j'insiste, en dérivant par rapport à la variable temporelle, par rapport au temps. Donc j'insiste, je souligne. Là, une fois, deux fois. Donc, on peut retrouver l'équation de mouvement, c'est-à-dire qu'on va retrouver le dl d'ordre 2, en dérivant par rapport au temps l'intégrale première du mouvement. L'intégrale première du mouvement. C'est-à-dire qu'on va dériver ça par rapport au temps. D'accord? Cette équation-là, on la dérive par rapport au temps et on doit retomber sur l'équation du mouvement. D'accord? Alors, justement, pourquoi dériver par rapport au temps cette équation-là? Double intérêt. Parce que vous allez dériver ça par rapport au temps. Voilà. Le membre de gauche, on est d'accord, on va dériver ça par rapport au temps, mais c'est une équation. Hein. Ça reste une équation, si on dérive ça par rapport au temps, on dérive ça par rapport au temps. Ah tiens. Tiens. Vous l'aurez. On dérive le membre de droite par rapport au temps, quels sont nos tiens? Ça sera
C'est-à-dire qu'en fait, on va simplement dériver ces deux termes-là par rapport au temps. Le tout sera égal à 0 et on va retomber sur l'équation du mouvement. D'accord? On y va, on fait ensemble. Donc, c'est-à-dire, donc ici, qu'est-ce que l'on aura? On va dériver ceci. Donc 1 demi. ml carré, c'est constant. Je sors tout ce qui est constant. Je mets à part tout ce qui est constant. On va dériver par rapport au temps. Allez, on y va. Amine. On dérive par rapport au temps à un θ point carré. Ouais. D'accord, donc on aura, c'est du u puissance n. Donc sort le 2, parce que j'ai sur un demi. Donc on sort le 2, donc ça fait n u prime n moins 1. Attention, je dérive par rapport au temps, je ne dérive pas par rapport à θ. Je dérive par rapport au temps. Je dérive par rapport au temps une fonction θ point carré qui dépend du temps. Parce qu'on a toujours fait en début d'année, rappelez-vous, le u puissance n. Sinon, maintenant que vous savez composer les dérivés, vous le dérivez par rapport à θ fois des θ sur des. Enfin, la même chose, hein, ce que tu m'as dit. Hein. Mais attention ici, ça, vous voyez-le, ça vous savez le faire, on a toujours fait ça, on a toujours fait ça en physique. Hein. Ça, voyez-le comme du u puissance n à dériver. Hein. Sinon, vous composez les dérivés. Hein. Dériver ceci par rapport au temps revient à dériver ceci par rapport à θ. Des θ sur des t. Mais du u puissance n, vous l'avez tellement fait souvent en physique que normalement ça devrait aller. Rappelez-vous, c'est 2 u prime θ point point et u puissance n moins 1, ça fait θ point. D'accord? Voilà pour le premier terme. Je vais pas oublier le 2. Plus mgl, alors je vais mettre en dessous. Plus mgl sur 2. Et là, il faut dériver, je demande à Victor ici présent, un θ carré par rapport au temps. Θ carré par rapport au temps. Pareil. Soit tu dis, bon, je veux dériver par rapport au temps un θ carré qui dépend du temps, ouais, sous la formule puissance n, n, u prime n moins 1, ou soit tu dérives ça par rapport à θ, puis des θ sur les deux vont aura le même résultat. Ouais, 2, donc u prime, n u prime, un moins 1, super, voilà. Et à droite, à 2,5, on dérive la constante à droite, ça fera 0. Bon, on fait doucement. Il y a les deux qui simplifient. 1, 2. Ouais. Il va nous rester quoi? Il va nous rester du ml carré. M carré. θ point point. Ouais. Plus mgl. θ point. Et donc j'insiste bien sur les points et les points. D'accord? Voilà. Ensuite, on retrouve un cas de figure où on va exclure une solution évidente. On va dire que là, on va mettre en facteur θ point. Je nous vois que je peux mettre θ point en facteur. Θ point en facteur de ml carré, θ point point plus mgl, θ point égale à 0. Donc je mets en facteur θ point. Donc je mets en facteur θ point. Donc ça fait θ point. Facteur de ml carré, θ point point plus mgl, θ égale à 0. Je vais exclure la solution θ point égale à 0, donc je dis que θ point différent de 0. Donc avec θ point différent de 0, il reste alors, ici, il reste alors quoi? Il reste ce terme central. En ml carré θ point point plus mgl θ égale à 0. Qu'est-ce que je vais faire? Je divise par ml carré les deux mondes de l'équation. Donc je suis mon ml carré divisé par ml carré pour avoir un coefficient unitaire devant la dérivée plus haut rang. Donc là, il va me rester un θ point point. Ouais, donc je divise par ml carré. Attention, ceux qui sont en distance, vous voyez, j'ai entouré le ml carré. Parce que je divisais par ml carré les deux membres de cette équation. Donc là, j'aurai θ point point plus g sur L. D'accord? G sur L, θ. Le tout égale à 0. Et on encadre. Très bien. Hop. On encadre. Ici. Donc là, on a dérivé par rapport au temps l'intégrale premier mouvement et on retombe sur l'équation différentielle du mouvement. On peut poser, rappelez-vous. On pose, rappelez-vous, oméga 0 carré égale G sur L pour écrire en fait l'équation de mouvement qui est en fait une équation différentielle linéaire d'ordre 2 qui s'écrit sous la forme θ point point plus oméga 0 carré θ égale à 0. Voilà. Et cette EDL d'ordre 2 elle est caractéristique d'un oscillateur harmonique. Waouh, c'est-à-dire que là on vient de mettre mettre en évidence quelque chose de très important.
Donc au voisinage de 0, votre système se comporte comme un oscillateur harmonique. Alors ça, attention, on n'est pas arrivé directement, il a fallu faire un DL d'ordre 2 voisinage de 0 de l'énergie potentielle de pesanteur. Et ça, c'est caractéristique, ici, de l'oscillateur harmonique. Caractéristique de l'oscillateur harmonique. Alors ça, c'est très important. Bilan. Pour de faibles oscillations autour de la position d'équilibre stable, le système se comporte comme un oscillateur harmonique. Alors ça, on peut faire la démonstration tout à fait générale. Je vais mettre en remarque. Je n'ai pas traité Merthéroute, vous ne l'avez pas vu en maths. Je vais mettre en remarque la formule de Taylor-Young pour un développement limité de l'énergie potentielle à l'ordre n. Ça, on va mettre en remarque. Donc bilan, conclusion. Bilan. Alors attention, dans le bilan, il y aura des termes qui seront super importants, très importants. Pour de petites oscillations, enfin pour de petits mouvements, pardon, pour de petits mouvements. D'accord? Pour de petits mouvements. Petits mouvements. Donc petit déjà est très important. Petits mouvements. Voilà. Au voisinage, très important aussi. On est au voisinage, c'est-à-dire qu'on n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas là. On est autour de 0. Hein. Ici, on a choisi θ égale à 0. Au voisinage, ça c'est important. On est au voisinage de la position d'équilibre stable. Donc, au voisinage de la position d'équilibre stable. Stable, il est tout aussi important. Voilà. Virgule. Le système étudié, le système physique, se comporte comme un oscillateur harmonique. Le système, voilà, ici, se comporte comme, ici, un oscillateur harmonique. Alors ça, déjà dans le nom, approximation harmonique, on approxime l'énergie potentielle de pesanteur par une fonction parabolique, une fonction harmonique. Et là, on retrouve le modèle de l'oscillateur harmonique. Alors, est-ce que c'est compatible avec notre étude? Oui. Ah oui, on a utilisé toutes sortes de frappements, il n'y a pas de frappement. Donc, on a bien ici un oscillateur harmonique à énergie mécanique constante. D'accord? Ici, un oscillateur harmonique, je vous rappelle, oscillateur harmonique. Ici, on a des oscillations sinusoïdales d'amplitude constante avec énergie mécanique constante également. On a une conservation d'énergie mécanique. Donc je rappelle, un système très simple à énergie mécanique constante. Hein. Ça c'est le premier chapitre de l'année. L'énergie mécanique se conserve à énergie mécanique constante. Voilà. Alors ça c'est le point de départ de plein de sujets. Vraiment en DS. Ça, on a des applications dans pas mal de domaines de la physique atomique, moléculaire ou la physique du solide. Donc là, vraiment, c'est une ouverture. Ici, c'est application, on a plein d'applications. Hein. Alors moi, j'ai plein d'applications aussi, j'ai plein de sujets possibles, forcément pour vous. Applications ici en physique atomique, moléculaire. Donc physique atomique, au niveau de l'atome, d'accord, au niveau moléculaire. Et même en chimie, hein. Chimie c'est très important cette approximation harmonique, hein. D'accord. Donc, et la physique du solide, d'accord. La physique du solide, je sais qu'actuellement vous étudiez ici la cristallographie, d'accord, l'étude des solides cristallins, d'accord, l'état d'ordre absolu avec les réseaux, d'accord. Pareil, on peut retrouver cette notion ici d'oscillateur ici harmonique. Attention uniquement au voisinage de la position d'équilibre stable. Alors ça, c'est ce qu'on a fait, vous voyez, on a fait sur un cas très simple, un cas que vous maîtrisez, le pendule simple. Je comme note en remarque, dans le cas d'une énergie potentielle quelconque, on pourra toujours le faire, il faut ce qu'on appelle la formule de Taylor-Young et faire un développement limité ici au voisinage de la position d'équilibre stable. D'accord? Donc, je vais devoir tout effacer parce que la formule est assez grande. Ça, je peux effacer. Donc, en remarque, pour terminer, clôturer ce chapitre. Ça, c'est pour des exos éventuellement un peu plus complexes, d'accord? Autre que le pendule simple, parce que le pendule simple qui est trop simple, d'accord? C'est un exemple du cours facile pour appliquer les méthodes. Mais on remarque, quand même, on remarque. Donc, on remarque, c'est pour une généralisation, c'est-à-dire qu'on peut généraliser cette étude à n'importe quelle, d'accord, énergie potentielle. Donc, on peut ici généraliser ici cette méthode. D'accord. Voilà. À toute
fonction EP de x. Alors pareil, qui vérifie un certain nombre de conditions mathématiques. D'accord, ici, de classe C1. D'accord, donc une fonction ici EP de x. Et ici, on effectue en fait un développement limité grâce à la formule de Taylor-Young au voisinage de la position d'équilibre stable. Donc en fait, on généralise cette méthode à toute fonction EP de x. Donc on effectue pour cela. Donc on effectue pour cela un développement limité. Donc un développement limité au voisinage de la position d'équilibre stable, au voisinage de la position d'équilibre stable. Alors pareil, c'est un problème qui est unidimensionnel, et on va noter la position d'équilibre stable x sec. D'accord? Donc on effectue un développement limité au voisinage de la position d'équilibre stable x équilibre, x ec, et ce grâce à la formule de Taylor-Young. Grâce à la formule de Taylor-Young. Alors, il va de manière générale. Donc là, le bilan, c'est très bien. Alors, ce qu'on va faire, là, je vous donne la formule ici exacte. Donc on va ici donner EP de x égale. EP de x égale. En fait, EP de x égale à quoi? Bon, premier terme, c'est l'énergie potentielle en x équilibre. Donc là, attention. Là, premier terme, je prends l'énergie potentielle en x équilibre. Donc EP de x égale EP de x équilibre. Plus un terme en x moins x équilibre fois EP'. Vous voyez, je prends notation mathématique, EP' de x équilibre. Ça, ce EP' de x équilibre, c'est dEP sur dx pris en x égale x équilibre. Ça, c'est la dérivée prise en x équilibre. D'accord? Vous voyez la suite? 1/2. Regardez, 1/2 de x moins x équilibre au carré fois la dérivée seconde EP seconde de x équilibre. D'accord? Plus, blablabla, plus, ici le terme d'ordre n. Donc on aura 1 sur factoriel n, plus 1 sur factoriel n, x moins x équilibre exposant n, dérivée énième cette fois-ci, dérivée énième, attention, hein, ça c'est la dérivée énième de la fonction énergie potentielle prise en x équilibre, plus, alors je pense que vous noterez un petit o, donc le dernier terme, donc un petit o, ça c'est un petit o, de x, un petit o de x moins x équilibre exposant n. Voilà. Bon, désolé si c'est un peu prématuré, mais ça peut. Non. On va l'utiliser ici, dans certains exos, d'accord? Et en fait, on va se limiter à l'ordre 2. En fait, ça c'est la formule générale. On se limite à l'ordre 2. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter ici. Schlac. On s'arrête ici, on s'est mis à l'ordre 2. Et en fait, ça va simplifier compte tenu de notre problème. C'est-à-dire qu'à l'ordre 2, ici on va dire que EP de x, ça sera EP ici en x équilibre, plus x moins x équilibre. Alors pareil, voilà, EP', je vais le noter sous la forme DEP sur dx. Donc EP' pour moi, oui, je vais noter, c'est bien la dérivée d'énergie potentielle par rapport à x, prise. Vous voyez, je remets une notation ici de physique. Donc EP' de x équilibre, c'est la dérivée prise en x équilibre, plus 1/2 de x moins x équilibre au carré, fois la dérivée seconde de l'énergie potentielle par rapport à x. Alors là, je vais faire ça, prise en x égale x équilibre. Mais nous étudions les mouvements autour de la position d'équilibre stable. Par définition d'une position d'équilibre, la dérivée première en x équilibre, elle fait quoi? Elle s'annule, donc ce terme-là en fait est nul. Ça c'est nul. Par définition de x équilibre, la dérivée première s'annule. Donc ce qui nous reste, oui, la dérivée première s'annule en x égale x équilibre. Ce qui nous reste, c'est uniquement ce terme-là. Donc il nous reste uniquement ici à l'ordre 2, il va nous rester ici, soit
Voilà. Voilà. EP de x environ égal. Donc là, attention, hein. C'est pas égal, hein. C'est environ égal. Hein. J'ai retiré le petit tout. Et je me limite à l'ordre, donc c'est environ égal. Donc pour ceux qui sont en distance, là, c'est pas égal, hein. C'est environ égal. Hein. Je me limite à l'ordre 2. Donc environ égal, donc j'ai la valeur en x équilibre. Ouais. Plus 1 demi de x moins x équilibre. Dérivation de l'énergie potentielle prise en x égale x équilibre. Voilà. Alors ça peut vous paraître très tôt, mais en fait, on vous donnera toujours la fonction EP de x. Donc EP de x, alors ça peut être une fonction sinusoïdale, une fonction exponentielle, logarithmique, ça dépend du problème. Mais vous aurez toujours accès à la fonction EP de x, donc vous saurez calculer ça, vous saurez calculer ça et ça. D'accord? Donc il y a toujours moyen de s'en sortir. D'accord? Mais ça, c'est lié à la formule de Taylor-Young, que vous verrez ici. D'accord? Voilà pour moi aujourd'hui, pour cette partie court. Donc fin du chapitre M3.